Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle semaine sur TV Fil 78, le 7-8, l'actu, le journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 16 juin. La philo pour débuter la session 2014 du baccalauréat. Les œuvres d'art éduquent-elles notre perception? Doit-on tout faire pour être heureux? Et quelques-uns des sujets au programme pour les lycéens. Mais en plus du stress de l'épreuve, certains devaient aussi composer avec la peur d'être en retard en raison de la grève des transports. Alors que la réforme des rythmes scolaires divise enseignants, parents d'élèves et politiques, la FCPE vient de tenir son congrès départemental annuel. L'avenir de l'école au cœur des discussions. Le bilan de la journée mondiale du don du sang. Alors qu'il manque toujours des donneurs dans certaines régions, nous ferons le point sur l'Île-de-France et les Yvelines avec le docteur Denis Pagès de l'établissement français du sang. L'image du jour pour débuter ce journal. Cet après-midi, pendant près de 3 heures, Igor Bogdanov, soutenu par son frère, a été entendu à la barre du tribunal correctionnel de Versailles. Il est reproché à l'animateur d'émissions scientifiques passionné d'hélicoptères d'avoir falsifié son carnet de vol et de ne pas l'avoir présenté lors d'une demande de dérogation pour se poser sur le parking d'un centre commercial à Étampes. Le tribunal correctionnel rendra son délibéré le 30 juin prochain. Le président du tribunal a abandonné les poursuites concernant la licence d'aéronautique falsifiée, licence qu'il possède bien. En ce qui concerne l'usage de faux sur le carnet de vol, son avocat a demandé la relaxe, argumentant que pour atterrir sur un parking, il n'avait pas besoin de présenter ce carnet et que les heures falsifiées étaient bien justifiées par des vols à but humanitaire. L'animateur qui aujourd'hui n'hésite pas à évoquer un acharnement policier. On l'écoute au micro d'Olivier Maniscalco et de Patrick Jacques de Dixmude. Moi, je pense que le policier, et ça a été dit tout à l'heure à l'audience par mon avocat, a tout simplement décidé de faire un carton sur une personnalité, entre guillemets, quelqu'un de connu. Et vous savez très bien que lorsque on arrive à mettre en cause une personnalité connue, et on récupère une partie de l'énergie, si on peut dire, qu'on a injectée dans le dispositif. Et alors, je pense que c'est ça. Cette mort suspecte à présent d'un cycliste à Maurepas. Une enquête vient d'être ouverte après la découverte d'un corps sur la chaussée dans la nuit de samedi à dimanche, sans papier, sans casque, mais à proximité d'un vélo qui pourrait lui appartenir. Le décès de cet homme surprend la police judiciaire de Versailles. Une autopsie va être pratiquée. Le bac 2014, coup d'envoi ce lundi matin avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Dans le département des Yvelines, ils sont près de 10 000 à passer l'examen. Nous étions au lycée Hoche à Versailles. Premier soulagement pour les équipes encadrantes. La grève des transports n'a pas eu d'incidence. Mathilde Capberne et Sébastien Combe. Lycée Hoche, pas de panique dans cet établissement versaillais. À 8 heures, aucun candidat ne manquait à l'appel. Les proviseurs avaient reçu des consignes strictes du ministère de l'Éducation nationale. Sur l'accueil effectivement des élèves qui arriveraient éventuellement en retard, les accueillir pendant 1 heure après la distribution des sujets et de leur accorder un temps équivalent à leur retard dans la mesure où le retard était justifié effectivement par les problèmes de la SNCF. Ici, près de 400 élèves se sont penchés sur l'épreuve de philosophie, une épreuve plus ou moins redoutée. Non, j'étais pas trop stressé parce que j'avais bien révisé pendant la semaine de révision, j'étais assez confiant de moi. Nous, on est plus stressé pour les matières scientifiques vu qu'on est en S, donc la philo, non. Moi, j'ai plutôt l'habitude de pas forcément beaucoup réussir en philosophie, donc je me disais qu'au pire, j'avais une mauvaise note et j'avais l'habitude. Très très stressé, mais j'ai pris un médicament et après ça allait mieux. Pas spécialement, parce que je pense que c'est aussi un travail qui se fait sur toute l'année. Suffit-il d'avoir le choix pour être libre ou pourquoi chercher à se connaître? 2 sujets de dissertation pour l'épreuve de philosophie des terminales en économie et sociale. Pas de quoi effrayer Colline. Elle choisit l'étude de texte, celui de Hannah Arendt. Une fois devant ma copie, déjà j'ai choisi plutôt vite. Les 2 dissertations ne m'inspiraient pas tellement, donc j'ai choisi l'étude de texte. Et je pensais que j'aurais du mal à rentrer dedans et au final j'ai lu 2 ou 3 fois et après ça allait beaucoup mieux. J'ai passé 1h30 sur mon brouillon et donc là après je suis sortie en avance. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais je suis plutôt contente de moi. Hoche fait partie des meilleurs établissements de l'Île-de-France. Filières S et ES sont présentées. L'année dernière, le lycée affichait plus de 99% de réussite. Alors l'année dernière, les résultats à Hoche ont été excellents. 99, entre 99 et 99,5%. La particularité de Hoche, c'est qu'effectivement, on accueille de très très bons élèves à l'entrée en seconde et on garde la totalité de nos élèves en seconde, première, terminale. Colline et ses camarades doivent encore se concentrer sur la suite des épreuves. Au programme mardi, histoire et géographie. En tout, plus de 17 000 candidats se présentent au baccalauréat dans le département.
Et cette lycéenne Colline que nous retrouverons jeudi après sa plus grosse épreuve, l'économie coefficient 9. Prochain reportage donc à suivre dans une autre édition. Et si dans cet établissement, la grève à la SNCF n'a pas eu d'incidence sur les retards des élèves, les cheminots étaient bel et bien mobilisés et restent en colère contre la réforme ferroviaire qui sera étudiée à partir de demain à l'Assemblée. Ils étaient même une trentaine, vous le voyez, à le faire savoir devant la permanence du député socialiste des Yvelines, Jean-Philippe Mallet. Permanence basée à Trappes. Ils demandent le report de cette réforme alors que le gouvernement n'entend pas céder. Ils annoncent le maintien du mouvement de blocage jusqu'à mercredi. Le député socialiste sera quant à lui l'invité mardi du 7-8 politique. Il aura l'occasion de réagir en direct sur ce plateau à partir de 18h30. Première rediffusion 19h30 et le replay ensuite à suivre sur notre site internet. Conséquence première des nouveaux rythmes scolaires, l'embauche des centaines d'animateurs à travers la France pour prendre en charge les enfants, pour leur proposer des activités également. Le recrutement qui est en cours dans plusieurs villes, notamment à Montigny-le-Bretonneux, qui pour répondre aux besoins vient de proposer un forum dédié. Nous en avons profité pour savoir quel était le profil des candidats alors que certains parents s'inquiètent de leurs compétences. Catherine Zulato et David Charpentier. Aurélie a 22 ans. Avec un bac social, la jeune femme a démarré des études d'infirmière avant de se rendre compte que cette voie ne lui convenait pas. Elle veut changer d'orientation. J'adore les enfants. L'animation, c'est quelque chose que j'adore, que j'ai découvert grâce à mon BAFA. En fait, j'ai fait le BAFA comme ça et ça a été un peu coup de cœur. Le changement d'orientation professionnelle, c'est aussi ce qui a conduit cette Guyancourtoise, ancienne éducatrice spécialisée, à postuler. Être avec les enfants, les suivre dans leur rythme, dans leur progression, tant au niveau éducatif que créatif. Autre profil, Aurélia, cette Guyancourtoise mène des études de théâtre. Ce qu'elle aime dans le type de poste proposé ici, c'est de pouvoir travailler dans la durée. En tant que vacataire, on n'a pas beaucoup d'opportunités de faire des activités suivies avec des enfants, avec des écoles, on est plus là comme bouche-trou, on va dire. Et là, je trouvais que c'était l'occasion peut-être de monter un projet avec des enfants sur une année. J'adore travailler avec les enfants, ce sont de la joie de vivre, de la bonne humeur et voilà, c'est agréable de bosser avec eux. Enfin, dernier profil, celui qui fait déjà partie de l'équipe d'animateurs et souhaite consolider son poste. J'ai fait un peu d'animation en tant que vacataire pour la mairie de Montigny déjà. Et vu que ça m'a plu et que j'aimerais bien me lancer dans la vie active et commencer à faire ma vie, on va dire. Donc j'ai décidé de venir à la mairie pour postuler. 4 candidats différents parmi la trentaine qui sont venus prétendre à un poste en mairie de Montigny-le-Bretonneux. Un premier forum pour présenter 28 offres à temps complet ou à temps partiel. Un vrai emploi d'animateur réparti sur toute l'année. Il y a effectivement une palette assez large, soit des gens qui sont en reconversion, soit effectivement des jeunes qui choisissent une voie animation parce qu'effectivement c'est un métier qui leur permet, qui va, je pense, effectivement continuer à évoluer, ce métier d'animation, avec la réforme des rythmes scolaires qui va permettre de valoriser leur avenir. Pas simple de recruter car les demandes des villes sont nombreuses. Réforme des rythmes scolaires oblige. Le service scolaire va opérer une première sélection. Les candidats retenus seront reçus pour un deuxième entretien. Et si certains ne présentent pas le sésame indispensable, c'est-à-dire le BAFA, la commune envisage des formations à la rentrée. Rien n'est laissé au hasard. Le temps presse. La rentrée, c'est le 2 septembre. Toujours autour des rythmes scolaires, mais elle en cours cette fois-ci, des parents et des enseignants qui se révoltent. Ils demandent au maire Jean-Michel Forgousse de revoir sa copie, notamment sur la durée de la pause méridienne, rallongée et qui passe à 2h30, mais aussi sur les activités proposées, jugées largement insuffisantes. Jean-Michel Forgousse, UMP, qui s'oppose à cette réforme et a donc choisi d'assurer le service minimum pour cette rentrée. Une manifestation des parents d'élèves et des enseignants est annoncée jeudi à 18h à proximité de l'hôtel de ville. Une réunion entre les élus de cette commune et les directeurs d'école se déroule actuellement lundi soir. Nous en reparlerons demain. Éducation toujours, la FCPE vient de tenir son congrès départemental à Magny-les-Hameaux, l'occasion de s'interroger sur l'école de demain, d'autant que la fédération de parents d'élèves est-elle favorable à la mise en place de ces nouveaux rythmes. Catherine Zulato, Jonathan Villeman. Des voix s'élèvent surtout pour dénoncer la réforme des rythmes scolaires. D'autres y sont favorables, comme la FCPE, une des fédérations de parents d'élèves. Alors, quelle école pour demain? C'est la question que nous sommes allés poser à 3 spécialistes. Ça doit d'abord être une école bienveillante, une école qui soit à l'écoute des enfants, qui soit à l'écoute de leur rythme. Tout l'enjeu de la réforme des rythmes scolaires, puisqu'on parle de réforme des rythmes scolaires, c'est ça, c'est d'être à l'écoute des rythmes des enfants. La semaine de 4 jours a été une erreur et qui a nui à l'enseignement, aux enseignements des enfants.
Très clairement, il fallait changer quelque chose. Donc la réforme des rythmes, utile, oui. Ça a aussi permis la collaboration avec un certain nombre d'acteurs sur le terrain, parents d'élèves, enseignants, animateurs, services municipaux, autour de la définition d'objectifs communs au service et au bénéfice des enfants. Il faut quand même comprendre que c'est une formidable opportunité pour que tous les partenaires de l'éducation travaillent ensemble, que les associations, que les collectivités territoriales, que l'éducation nationale travaillent ensemble. Reste que travailler ensemble, cela va prendre du temps. Tout le monde semble s'accorder sur ce point. Il va falloir du temps, il va falloir peut-être plusieurs années pour que ça fonctionne, mais j'espère que ça va fonctionner, parce que de toute façon, on parlait tout à l'heure d'échec scolaire, c'est un des moyens importants pour résoudre cette question-là et faire que tous nos jeunes réussissent dans le système scolaire. C'est une réforme qui va évoluer au fil du temps, qui va s'adapter. Et moi, je crois qu'on peut être optimiste. Moi, je pense en tous les cas personnellement, et la FCPE aussi un peu, c'était un petit peu difficile de confier une partie de la réforme des rythmes éducatifs aux collectivités territoriales, qui ne sont pas forcément des professionnels de l'éducation. Entre des villes qui vont avoir les moyens et qui vont développer une véritable politique éducative en réfléchissant à l'ensemble de leur temps, à la cohérence de l'ensemble de leur temps, des villes riches qui vont mettre en place des services de garderie, et la même chose chez les villes pauvres, la vraie différence, elle est sur l'engagement des villes. Il y a tout le travail sur la pédagogie. On va parler pour les villes autour de la pédagogie des centres de loisirs, qui est un travail de long terme, qui est la formation des animateurs. Les animateurs ont un gros problème de formation initiale. C'est un enjeu vraiment important auquel il faut se consacrer pour que les temps périscolaires soient de véritables temps éducatifs, qualitatifs, au service des enfants. C'est sur plusieurs années qu'il faudra vraiment travailler à la réforme des rythmes éducatifs. Un des objectifs de la réforme, que la France quitte la 25e place du classement international PISA. Mais nos trois spécialistes s'accordent à dire que cela ne pourra se faire qu'avec les enseignants et surtout pas contre. Rendez-vous le 2 septembre, jour de la rentrée scolaire. 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang. L'EFS, l'établissement français du sang, a organisé à cette occasion des collectes à travers l'Hexagone et notamment dans les Yvelines. On en parle ce soir avec le docteur Denis Pagès. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel bilan vous faites de cette campagne du 14 juin pour votre bassin, celui de l'ouest de l'Île-de-France? Alors déjà, pour l'ensemble de l'Île-de-France, c'est positif puisque nous avons prélevé plus de donneurs que prévu. Nous avions prévu d'en prélever 1330, on a fait 1337. Compte tenu de ce que ça représente, il faut savoir que pour une base comme Versailles, par exemple, 1337, c'est en moyenne ce qu'on réalise sur une semaine de 6 jours. Donc c'est un excellent résultat. Et pour ce qui concerne la base dont j'ai la responsabilité, qui avait ce qu'on appelle un événementiel, pour cette fois c'était pas à Versailles mais c'était à Boulogne-Billancourt qui dépend de notre secteur, nous avons fait un peu moins, nous avons fait 236 prélèvements le jour même, alors que nous en prévoyions 250. Mais globalement le résultat est intéressant et il est plus intéressant par le bruit qu'on fait pour solliciter les gens, pour attirer leur attention sur la nécessité de donner son sang. Ça a permis de toucher de nouveaux donneurs, cette opération, Oui. parce que c'est le premier but. Hein. Alors, c'est pas de faire revenir ceux qui viennent d'habitude, c'est d'attirer des nouvelles d'abord, personnes. c'est le message qu'on passe aux donneurs habituels, c'est leur dire ne venez pas le 14, nous notre objectif c'est d'avoir des nouveaux donneurs. Et en même temps, les résultats obtenus sont quand même plus que satisfaisants, puisqu'un donneur qui vient régulièrement, l'entretien médical dure pas très longtemps, il dure 3-4 minutes. Un nouveau donneur, ça dure 8 minutes. Donc c'est, en fait, pour accueillir un nouveau donneur, ça nous prend 2 fois plus de temps. Mais en même temps, c'est une certitude, ou en tout cas une sécurité pour l'avenir. Il y a des profils spécifiques que vous recherchez. Est-ce que vous avez réussi à les toucher à travers cette opération cette année? Je pense aux hommes plus qu'aux femmes qui sont recherchés, et puis certaines communautés aussi. Alors, il y a effectivement, maintenant, on met l'accent sur la nécessité ou le besoin d'avoir plutôt des donneurs hommes ou des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, car ces dernières, au cours de leur grossesse, peuvent développer des anticorps qui ne sont pas bien vécus par les patients qui reçoivent leur sang, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, des hommes. Et puis, le deuxième objectif au niveau national est de moins faire du quantitatif que du qualitatif. Ainsi, on a besoin de plus en plus d'avoir des gens d'origine afro-antillaise qui ont des particularités immunologiques, alors c'est des phénotypes très spécifiques, très particuliers, et qui fait que si on n'approche pas au plus près
leur groupe sanguin très spécifique, eh bien, il y a des gens qui vont devenir très rapidement intransfusables parce qu'à chaque fois, il y aura une réaction d'hémolyse, c'est-à-dire que les globules rouges du donneur sont attaqués par les anticorps du receveur et ça devient des cas de transfusion impossible. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus proche possible du groupe sanguin initial avec ses spécificités qui sont d'ordre racial mais génétique. Aujourd'hui, on est bien d'accord, il n'existe aucun produit de substitution au sang humain. Ça avance ? Alors, on avait déjà parlé ensemble, si j'ai bon souvenir, du fait que le professeur Luc Douai avait réussi à cultiver des cellules, des globules rouges à partir de cellules souches, et que le résultat le plus probant de sa recherche, c'est que c'est la première fois que ces globules rouges de culture avaient la même durée de vie et la même efficacité que le globule rouge produit dans l'organisme. Récemment, les Japonais viennent de cultiver des plaquettes. Alors, ces plaquettes ne sont pas encore tout à fait parfaites, mais ça a le mérite d'exister. Et on pense que d'ici 2-3 ans, et là, ça va s'étendre au niveau international, on va arriver à produire des plaquettes, mais en laboratoire. Maintenant, il faut être raisonnable. Entre passer d'une culture en laboratoire avec quelques millilitres, même si c'est quelques centaines de millilitres, passer à l'échelon industriel, je crois que raisonnablement, c'est dans 20 ans au mieux. D'où l'importance du don du sang et de ces opérations comme la journée du 14 juin. Alors le don du sang en France est non rémunéré, seule une soixantaine de pays procèdent de cette façon. Est-ce que c'est le bon système? Parce que régulièrement ça revient, faut-il changer la donne, rémunérer le don du sang? Ou alors aller vers un système mixte peut-être? Alors, petite amodiation de ma part, en fait dans des pays comme l'Autriche, si ma mémoire est exacte, ce qui est rémunéré, en fait, bon, ils disent que c'est un défraiement, c'est le don de plasma, pas le don de globules rouges. Aux États-Unis, ça se fait par exemple, hein. C'est oui, rémunéré. C'est rémunéré, toujours pour le plasma. Et par contre, dans ces cas-là, c'est un contrat. C'est-à-dire que on va vous demander de venir au moins 4 fois par an donner votre sang, votre plasma et autres. Vous aurez l'obligation de subir régulièrement des examens médicaux spécifiques et que si vous ne respectez pas, eh bien vous êtes sorti. Donc, faut pas croire simplement que c'est comme ça. Je pense que c'est les Américains, avec leur culture très spécifique, hein, qui, pour eux, ça leur semble naturel, en quelque sorte inné. Nous n'avons pas tout à fait la même culture. C'est ça qui bloque en France, c'est pas naturel. Il faut que le don, que ça reste gratuit, bénévole. C'est un choix de morale de société. Donc ça veut dire que si on dit on accepte de rémunérer ou compenser, il y a des tas de mots dans le dictionnaire pour dire la même chose, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en cause d'emblée et pas au niveau que du sang. Donc, je crois que c'est une attitude que tiennent les différents gouvernements depuis longtemps. Et très personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça n'introduit pas une notion de business dans la relation très particulière qu'on peut avoir avec les donneurs. Et qu'on leur laisse en quelque sorte la liberté de venir ou pas, même si on souhaite profondément qu'ils viennent, alors qu'aux États-Unis, s'ils ne viennent pas, ils sont sortis. Et puis la crainte aussi, et ça avait été vécu par les Américains il y a très longtemps en Haïti, c'est que le don de sang était rémunéré et qu'ils ne faisaient pas les contrôles et que les gens, au lieu de donner toutes les 8 semaines, ils donnaient toutes les 4 semaines. Donc on avait du sang qui était à la fois de qualité médiocre, et puis vu le niveau d'hygiène au niveau d'Haïti, il y a la moitié qui partait. Un danger sanitaire en plus. Oui, ça en était un réel, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les États-Unis ont arrêté de faire des collectes en Haïti. Je pense que c'est raisonnable. C'est peut-être une position de principe, mais d'abord c'est celle de mon établissement, c'est celle de l'État, et non seulement je la respecte, mais je la partage. Faut-il rémunérer le don du sang? Nous sommes allés demander à quelques Saint-Quentinois s'ils partageaient votre avis justement. D'accord. Non, la personne doit donner si elle veut, mais non, pas rémunéré, non. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous appartient personnellement, donc on doit le monnayer. Non, on ne doit pas rémunérer les dons du sang. C'est naturel d'aller donner son sang pour les personnes qui en ont besoin. Ça doit être gratuit, c'est vrai que pour en avoir davantage, peut-être qu'il vaudrait mieux rémunérer. Non.
parce que c'est un don qui doit venir naturellement et c'est un don de solidarité. Je dirais non, parce que sinon ça va être les abus à tout un tas de dérives. D'un autre côté, si on a vraiment besoin de sang, je ne sais pas comment faire. Enfin, ma réponse est très mitigée. De par principe, je dirais non. Des avis très partagés. Docteur Denis Pagès, vous avez écouté avec attention. Oui, alors simplement une réponse. Je pense qu'à défaut de clore le débat, va un petit peu l'enterrer. À partir du moment où on accepte de payer le don du sang, il n'y a aucune raison de ne pas payer le don de rein, le don de cœur, le don de foie ou d'autres organes. Le sang est un organe comme les autres, un peu particulier. Donc à partir du moment où on commercialise le sang, il n'y a aucune raison pour ne pas commercialiser les autres organes. Et donc là, ça devient carrément impossible. Donc la réflexion dépasse le simple cadre du don du sang. Aujourd'hui, quels sont les besoins pour le secteur à la veille des grandes vacances? Forcément, il y a toujours le moment où vous alertez un peu la population. Est-ce que c'est le cas encore? Pour le moment, compte tenu des excellents résultats du 14 juin, on est à peu près tranquille jusqu'au 10-12 août. On est en état de stock, on n'est pas trop mal. Et chaque année, et c'est pas à cause des JMDS, c'est à cause des vacances d'été, là on commence à être un petit peu en difficulté. Et donc moi, si j'ai un conseil, une recommandation à donner aux donneurs, c'est commencer à donner à partir de la deuxième quinzaine de juillet, la première quinzaine d'août, et nous, ça nous régulera. D'autant que les services hospitaliers qui consomment du sang, eh bien, certains qui ferment en août, parce qu'ils ont pas assez le personnel pour le maintenir avec un niveau de sécurité et d'efficacité correct. Donc, en fait, venez donner à partir du 10 juillet, comme si c'était les 14 juin, mais le 10 juillet. Une dernière question pour répondre à cette pénurie parfois de dons du sang. Est-ce qu'il faut ouvrir le don aux personnes homosexuelles? Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit. La polémique revient régulièrement. Ce week-end, c'est Jean-Luc Romero, homme politique socialiste, apparenté socialiste, militant associatif. Il a tweeté, il dénonce la poursuite de cette restriction, demande au gouvernement de la lever, cette interdiction. Alors, moi j'attends que Madame Marisol Touraine réponde, puisque la question lui est adressée. Je ne fais, mes collègues et moi-même, l'établissement français ne font que suivre les recommandations de l'Europe et pas simplement de la France. Le fait d'étudier un dossier ne veut pas dire forcément de se terminer par une conclusion positive. Ceci dit, c'est pas... au moins de se poser la question. On se pose la question, mais c'est pas... je dirais, les homosexuels hommes ne sont pas montrés du doigt. Comme je vous l'avais déjà dit d'ailleurs précédemment, il y a des raisons épidémiologiques qui font que le risque de contamination, que ce soit les hépatites ou la HIV, est 10 fois plus important chez les donneurs homosexuels hommes. Voilà. Enfin, chez les donneurs homosexuels. C'est pas les montrer du doigt, c'est simplement le principe de précaution. Merci Dr Denis Pagès, responsable du pôle Ouest Île-de-France de l'EFS. Merci encore à vous. Merci à vous. Coupe du monde de football, à présent, l'entrée en compétition des Français. Ils l'ont emporté 3-0 hier, une bonne entrée en matière, suivie par plus de 16 millions de téléspectateurs, notamment à Bois d'Arcy, où la ville proposait une retransmission dans sa salle de spectacle. Les images de Jonathan Villeman. C'est tous les 4 ans, donc effectivement, l'Abri Blues ne pouvait pas louper ce rendez-vous. On ne sait pas combien il y aura de personnes, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que la France va gagner. Justement, un petit pronostic ? 3-0. Un supporter bien inspiré avant le coup d'envoi de la rencontre France-Honduras dimanche soir. S'ils étaient nombreux à croire en la victoire de la France, ils étaient en revanche un peu moins à prédire un tel dénouement ici à Bois d'Arcy. L'Abri Blues, la salle de spectacle, retransmettait le premier match des Bleus et c'est ensemble que les spectateurs ont vécu l'ouverture du score. Une équipe de France volontaire et qui joue un football plaisant à voir, bien engagé. Et qu'il continue comme ça, c'est parfait. Très bon état d'esprit. Ils auraient pu mettre au moins 2 buts, je pense, facilement. Et on n'a pas eu de chance. Et j'espère qu'en deuxième mi-temps, ils vont quand même leur mettre au moins 2 autres buts. Un vœu exaucé par Karim Benzema. 3-0 score final, sur le fond comme sur la forme. Cette équipe de France version Didier Deschamps séduit et semble réconciliée avec son public. On est content que l'équipe de France ait gagné et ait bien entamé sa Coupe du Monde. C'est super. Pas trop mal. Hein. Contre une équipe qui était vachement dure à jouer quand même. Le public devrait donc venir encore en masse lors des 2 prochaines retransmissions programmées ici à l'Abri Blues de Bois d'Arcy.
C'est un grand événement pour nous parce que c'est le début de la Coupe du Monde, c'est la France qui est en pleine dynamique, j'ai l'impression, et on avait envie, nous, de transmettre ce dynamisme à la population arcisienne dans un endroit qui est plutôt très identitaire pour Bois d'Arcis, c'est très connu, c'est l'Abri Blues, c'est là où on fait les concerts, c'est là où la jeunesse se retrouve. C'était vraiment tout trouvé justement pour qu'on retransmette les matchs de l'équipe de France ici. Fin du journal pour ce 16 juin. Demain mardi, je vous retrouve toujours en direct à partir de 18h pour revoir tous nos reportages, les précédentes éditions et nos émissions. Rendez-vous sur le site internet de la chaîne. Très bonne soirée.